Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Vox Africa. Je suis Fanny Weckscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre flash information de ce mardi 3 novembre en République démocratique du Congo, où des soupçons de tentatives de corruption au sein de l'appareil étatique se font de plus en plus entendre. Selon des sources proches du conseiller spécial du chef de l'État, Ludzolo Bambi, dont les missions sont notamment de lutter pour la bonne gouvernance et contre le blanchiment des capitaux, on aurait pu proposer 160 000 $ à ce dernier pour étouffer des affaires de fraude fiscale ou encore de blanchiment de capitaux d'un montant d'au moins 150 millions de $. L'auteur de cette tentative de corruption supposée serait le directeur général libanais de la société Mines au Congo. Il aurait fait appel à un député national pour tenter de corrompre M. Ludzolo Bambi. Plusieurs personnes ont été arrêtées et déférées devant le parquet pour fraude et blanchiment d'argent. Le patron de Mines au Congo, lui, a été immédiatement libéré. De son côté, le conseiller spécial pour la bonne gouvernance, M. Bambi, promet de continuer son action afin de dénoncer cette affaire de corruption. Santé dans la République centrafricaine voisine, direction Berberati, la deuxième plus grande ville du pays dans le sud-ouest de la Centrafrique. Là-bas, le ministère de la Santé et Médecins sans frontières occupe les locaux de l'hôpital universitaire régional. La mission de l'ONG médicale, c'est de soigner les enfants de moins de 5 ans ainsi que leurs parents, et ce gratuitement. La population cible étant principalement constituée de personnes déplacées ou encore de victimes des violences que connaît, vous le savez, la Centrafrique depuis plusieurs années maintenant. Médecins sans frontières, qui a doublé son effectif en Centrafrique depuis décembre 2013, apporte essentiellement des soins dans le traitement du paludisme ou encore de la malnutrition, qui sont, vous le savez, la cause majeure des décès chez les mineurs de cette région. Médecins sans frontières réalise aussi des interventions chirurgicales ou bien encore propose un programme de soutien psychologique aux personnes qui souffrent de traumatisme. Le personnel de Médecins sans frontières sur le terrain nous explique son travail. Ils sont suivis du père d'un jeune patient qui s'exprime également. Le mandat de MSF, c'est pour la prise en charge de la santé des enfants moins de 5 ans, plus les mères enceintes avec les activités psychosociales et la promotion de santé. Un travail en collaboration avec le ministère de la Santé. La première pathologie, c'est beaucoup plus le paludisme. Et deuxièmement, c'est les divers, chez nous on appelle ça les divers, les cas de fractures, les cas traumatiques, etc. Et les troisièmes pathologies qu'on reçoit beaucoup plus aussi, c'est les cas des infections respiratoires. Au niveau de la pédiatrie, le mois passé par exemple, on reçoit plus de 327 patients. 327 patients, dont la majorité, c'est les enfants de moins de 5 ans. Le soin est gratuit, c'est pas payé. C'est pour cela qu'on amène nos enfants ici pour le soin gratuit. Et puis ça nous aide beaucoup. Ça nous aide beaucoup. Je te remercie, le MSF. Au Nigeria, le géant de la télécommunication MTN est sommé de payer une lourde amende, et ce avant le 16 novembre prochain. L'opérateur de téléphonie mobile sud-africain, jugé par la Commission des communications du Nigeria, doit s'acquitter du règlement de 5,2 milliards de $. La cause, MTN n'a pas désactivé à temps les cartes SIM dont les détenteurs n'avaient pas été identifiés comme il lui avait été demandé par le régulateur nigérian des télécommunications, et ça depuis le mois d'août déjà. N'ayant pas respecté le délai qui était fixé à 7 jours, MTN s'est donc vu infliger une amende d'environ 1 000 $ pour chacun de ses plus de 5 millions de clients identifiés. La menace de retrait de la licence de MTN au Nigeria a par ailleurs entraîné la chute des actions de la société en bourse à Johannesburg. Restons au Nigeria, où une autre multinationale est également sous le coup de la justice. Le géant pétrolier Shell est accusé de fausses affirmations sur la dépollution du delta du Niger, situé au sud du Nigeria. Un rapport qui a été publié ce mardi par des organisations de défense des droits de l'homme et de protection de l'environnement dénonce en effet ces fausses déclarations. Pour Amnesty International ou encore le Centre pour l'environnement des droits de l'homme et du développement, le pétrolier anglo-néerlandais n'aurait pas suivi les recommandations du PNUE, le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Le PNUE qui avait établi en 2011 l'étendue et l'impact de la pollution pétrolière dans la zone de l'Ogoniland, cette région du delta du Niger. Selon l'enquête de l'époque, la
pollution constatée pouvait nécessiter la plus grande opération de nettoyage au monde et durer 25 à 30 ans. La filière pétrolière et le gouvernement nigérian auraient dû participer à hauteur d'1 milliard de dollars. La pollution engendrée par ces décennies de travaux pétroliers interdit aujourd'hui toute activité de pêche ou encore de culture par les habitants de la région qui en vivent pourtant. Dans l'océan Indien, l'Institut français de Madagascar à Antananarive a accueilli lundi la 2e édition de la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Cette initiative, créée conjointement par RFI, par l'école de journalisme de Sciences Po et l'INA en France, rend hommage donc aux reporters de RFI qui étaient Ghislaine Dupont et Claude Verlon, qui ont été assassinés, on vous le rappelle, à Kidal au Mali le 2 novembre 2013. Afin de perpétuer leur professionnalisme sur le continent africain, cette bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon récompense chaque année des acteurs des médias. Cette année, ce sont 2 malgaches, Ando Rakoto Voanji, un journaliste, ainsi que Anitri Nyonji Jones-Marie Ralainarive, un technicien de reportage. Pendant 2 semaines, ces jeunes ont suivi une formation au sein du groupe de 20 personnes, 20 malgaches, et ils vont désormais pouvoir bénéficier d'une formation d'1 mois supplémentaire à Paris. Ce sont les 2 lauréats maliens de l'année dernière qui ont décerné leur prix aux vainqueurs malgaches de cette 2e édition. En Afrique australe, les manifestations estudiantines de ces derniers mois commencent à voir des résultats, avec notamment l'ouverture du débat sur l'avenir de l'université sud-africaine. Après cette forte mobilisation, le président Jacob Zuma a tout d'abord annoncé que les frais d'inscription à l'université n'augmenteraient pas l'année prochaine comme prévu. Il a aussi promis un dialogue sur la transformation de l'université. De leur côté, les universités ont aussi voulu marquer leur bonne volonté. À l'université de Johannesburg, par exemple, on proposera désormais un enseignement obligatoire et axé sur l'Afrique. Parmi les thèmes au programme, il y aura les grandes dates de l'histoire africaine, les grands philosophes africains du 19e et du 20e siècle, une histoire des luttes anticoloniales. D'autres cours porteront, eux, sur la critique de l'État postcolonial et sur la citoyenneté au 21e siècle. À l'international, l'enquête sur l'incendie en Roumanie suit son cours. Les 3 patrons de la discothèque de Bucarest, qui a été ravagée vendredi dernier par un incendie, ont été placés hier en garde à vue, et ce pour homicide involontaire. Ils risquent jusqu'à 10 ans de prison. Pour rappel, un vendredi soir, un spectacle pyrotechnique avait provoqué un incendie dans la boîte de nuit Le Collective, tuant ainsi 26 personnes sur le coup qui étaient venues assister à ce concert et en blessant environ 200 autres. Depuis, un nouveau décès porte le bilan à 31 morts selon le parquet général de Roumanie. Et je propose justement d'écouter le procureur général de la Roumanie à ce sujet. Toutes les personnes qui seront reconnues coupables dans ce dossier répondront pénalement. J'ai dit toutes. L'enquête se concentre sur tous les paliers, aussi bien les compagnies privées que les autorités de l'État. La peine pour homicide involontaire aggravante dans cette situation est punie avec jusqu'à 10 ans de prison ferme. Nous avons identifié toutes les victimes, celles qui sont mortes et celles qui sont encore en vie. Plus de 40 personnes ont été entendues, l'enquête continue. Terminons notre flash information en Amérique latine dans ce centre de soins du Chili qui accueille notamment des animaux sauvés du trafic. Dans les années 90, le pays a connu un enthousiasme pour les singes qui a fait la fortune de nombreux trafiquants d'animaux. Aujourd'hui, plus d'une centaine de ces primates cohabitent dans ce centre de réhabilitation près de Santiago après avoir été rescapés de cirques, de laboratoires ou encore des mains de propriétaires peu scrupuleux. L'objectif de ce centre, soigner leurs traumatismes et parfois même leurs addictions. Reportage. Nicolas est un singe de l'espèce capucin. Sa particularité, c'est un ex-alcoolique. Ses anciens propriétaires qui l'exhibaient dans une boutique de Santiago du Chili le faisaient boire et fumer des cigarettes. Lorsqu'il est arrivé dans ce centre de réhabilitation pour primates il y a plus de 15 ans, il était totalement dépendant. Quand il est arrivé ici, il a fallu lui faire suivre le traitement que l'on prescrit aux humains alcooliques avec des antidépresseurs. Et c'est un traitement qui prend du temps. Il n'a pas cessé de réclamer de l'alcool du jour au lendemain. Dans ce centre cohabitent 165 singes qui ont tous été maltraités. Bêtes de cirque, cobayes de laboratoire ou animaux de compagnie enfermés dans une maison, ils ont vécu une vie inadaptée à leurs conditions d'animaux sauvages. Le plus souvent, ils en portent les traces, fourrure abîmée, mutilation et pour certains, troubles psychologiques.
Depuis 20 ans, cette ancienne puéricultrice se consacre entièrement à leur réhabilitation. Son objectif, réapprendre aux primates les comportements propres à leur espèce. Ici, les singes apprennent à être des singes, parce que lorsqu'ils sont dans une maison, ils ne sont pas des singes. Ils ne peuvent pas développer les comportements de leur espèce. Donc ils ne sont pas des singes et ils ne sont pas des enfants non plus. Ils ne sont plus rien. Ici, ils apprennent avec le reste du groupe qu'ils sont des singes. Il y a 20 ans, le trafic de primates était très important au Chili et le centre recevait une trentaine d'animaux par an. Aujourd'hui, l'augmentation des contrôles et la sensibilisation du public ont porté leurs fruits. Les singes qui entrent illégalement dans le pays sont beaucoup plus rares. Mais la mode des animaux exotiques n'a pas faibli pour autant, elle s'est simplement tournée vers d'autres espèces. Luego fueron las aves, y dentro de las aves, los loros. Après les singes, on a eu les oiseaux, et parmi eux les perroquets. Puis après les perroquets communs, on est passé aux aras, aux toucans. Et maintenant, on trouve des oiseaux d'origine asiatique et africaine le plus souvent. Mais je crois que ces 5 dernières années, le plus gros trafic, ce sont les reptiles. 5 últimos años, el top del tráfico apunta hacia los reptiles. Une fois rescapés du trafic, il est presque toujours impossible de réinsérer les animaux dans leur milieu d'origine. Désormais incapables de survivre dans la nature, ils risqueraient aussi d'infecter leurs congénères avec des virus d'animaux domestiques. Comme Nicolas, ils devront passer le reste de leur jour entre ces grilles. Voilà, c'est la fin de ce Vox Flash du mardi 3 novembre. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, mercredi, pour votre prochain point sur l'actualité. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.